Ah, le confinement, le couvre-feu, la fermeture des bars, des clubs et l'interdiction d'organiser des fêtes. Avec tout cela, on aurait pu croire que la consommation d'alcool des Français allait chuter. Et puis non. Selon Santé publique France, la consommation d'alcool est restée stable pour 65% des Français et 11% ont déclaré qu'elle avait augmenté. Alors oui, la consommation d'alcool s'inscrit dans un contexte psychologique, relationnel et même social. Focalisé sur les ravages de l'alcool sur la santé, voire sur les trajectoires de vie, dans le secteur médical, on a pourtant eu tendance à l'oublier pendant de nombreuses années, avec le sevrage et l'abstinence totale comme seul outil de travail. Heureusement, les choses changent peu à peu et la démarche de réduction des risques liés aux usages de l'alcool commence à imprégner les soins. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Fiolaine. Mathieu, bonjour. Bonjour. On va se tutoyer pour cette émission exceptionnellement puisqu'on se connaît un petit peu. On a eu l'occasion de se fréquenter dans une vie antérieure pour ma part. Tu es anthropologue, consultant indépendant sur la réduction des risques liés aux usages de l'alcool et fondateur et coordonnateur de l'association Modus Vivendi, un collectif national qui regroupe des professionnels qui sont impliqués dans la démarche de réduction des risques de l'alcool. Et tu te définis comme picologue. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un picologue ? Alors, un picologue, d'abord, ce nom et ce terme, il m'a été attribué, c'est pas moi qui me le suis attribué, par une personne que j'accompagnais et qui avait un peu de mal à me définir et à définir le travail que je lui proposais de faire ensemble. Et donc, c'est assez fréquent qu'on reçoive des personnes passablement éméchées, puisque c'est des personnes qui ont des relations, on va dire, assidue avec l'alcool, et donc elle était un peu bourrée, et je pense que sa langue a fourché, elle voulait savoir qu'est-ce que je faisais dans la vie, ce que j'étais, t'es pas médecin, t'es pas psychologue, t'es picologue, et ça m'a beaucoup plu, et j'ai gardé ce terme-là. Alors, il n'y a pas encore d'études et de diplômes validant un cursus, mais l'idée, c'est de travailler auprès des personnes autour de leur manière de boire. Et on considère, nous, que pour chaque personne qui consomme, il y a une manière de boire spécifique, avec des fonctions spécifiques liées à l'usage, avec une histoire singulière, et que les manières habituelles d'évaluer les consommations d'alcool, est-ce qu'on boit trop, est-ce qu'on boit mal, etc., sont en fait inopérantes et classent les gens dans des cases qui, du coup, fait qu'on leur propose ensuite des modèles de soins que tu as évoqués à taille unique, auxquels ils doivent se conformer. Et hors l'abstinence, point de salut. Donc nous, on a voulu travailler en expliquant aux gens que, au moyen de la psychologie, on allait travailler avec elles, avec chacune de ces personnes, autour de leur manière singulière d'entretenir un rapport à l'alcool, qui nécessite chaque fois de faire une proposition, elle aussi singulière, d'accompagnement, et non pas vers l'abstinence, mais vers une réorganisation du rapport à l'alcool, quelle qu'elle soit. Alors on va y venir, tu es spécialiste donc de ce qu'on appelle la réduction des risques. Dans l'émission, on parlera de RDR, par résumé, lié aux usages de l'alcool. Mais avant d'expliquer ce qu'est la RDR alcool, comment est-ce que tu en es venu, toi, à travailler sur ce sujet-là ? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette question ? Alors, moi, au départ, j'ai commencé à travailler en 2005 dans la principale structure française associative gérant des centres de soins spécialisés alcool. Et au départ, j'étais un bon petit soldat de l'alcoolologie, du dogme abstinentiel et du discours assez sanitaro-centré qui fonde comme principe que toute personne qui souffre des conséquences de ces pratiques d'alcoolisation doit se faire aider à cesser les dites consommations. Et puis, il a fallu que je rencontre des publics qu'on qualifierait aujourd'hui d'empêchés, c'est-à-dire les gens de la rue, et qui m'ont obligé à changer complètement de logiciel dans ma compréhension des usages, parce que en fait l'alcool, très concrètement et très objectivement, pour beaucoup de gens à la rue, c'est le seul médicament efficace pour moins souffrir. Donc si nous, notre porte d'entrée, c'est de dire que c'est un mauvais objet dont il faut se débarrasser, alors qu'on se confronte à des gens pour qui c'est la seule réponse immédiate à des souffrances elles-mêmes immédiates, eh ben forcément on peut pas travailler ensemble. Donc c'est ce travail-là, et puis aussi beaucoup l'apport des sciences humaines qui, me semble-t-il, est insuffisamment utilisé dans le champ de la santé. L'apport des sciences humaines qui permet de désanitariser le regard et de comprendre que derrière la souffrance des personnes, il n'y a pas qu'une maladie, il y a des logiques de vie, d'existence qu'il faut comprendre pour agir. Tu parles d'approche sanitaro-centrée. Comment est-ce que concrètement ça se traduisait dans la manière dont étaient accompagnées les personnes ?
Alors la réalité telle qu'on peut l'analyser et qui n'a d'ailleurs pas qui a bougé mais qui reste quand même largement prégnante, c'est effectivement le poids du dogme abstinentiel et qui dépasse d'ailleurs la question de la prise en charge parce que c'est très très ancré dans l'ensemble des représentations sociales. Si on sait pas boire, il faut arrêter de boire. Donc il y a cette espèce de diktat là. Qui se transforme dans l'offre de soins par une offre de soins relativement haut seuil pour laquelle on doit impérativement s'engager vers la voie de l'abstinence en étant en ceci renforcé et par le discours médical et par le discours des proches et par le discours de la société en général. Donc c'est la maladie alcoolique, le paradigme de l'abstinence. Et c'est d'ailleurs un gros problème parce que les gens confondent abstinence et le fait de souffrir des conséquences de ces consommations d'alcool. Et donc ce paradigme de l'abstinence qui fait que la dépendance à l'alcool est une maladie dont le seul traitement est le sevrage. Et c'est quelque chose qui continue d'être ancré avec des taux de réussite dans le projet abstinentiel qui sont extrêmement faibles, avec des gens qui vivent en permanence des situations d'échec répétées, et qui ne sont pas anodines parce que chaque fois c'est plus de violence, chaque fois c'est plus de souffrance, donc derrière c'est des consommations qui prennent de plus en plus d'ampleur et des gens qui sont confrontés à la répétition des échecs avec tous les effets négatifs que ça peut entraîner. Parce que du coup les personnes se confrontent à des parcours de soins où on leur propose sevrage, période d'abstinence plus ou moins longue, réalcoolisation et rebelote. C'est effectivement ça. Alors il y a plusieurs choses. Donc la solution est radicale. Le fait que cette solution soit radicale fait que les gens repoussent le moment de la prendre, cette décision. Donc se produit quelque chose qui est extrêmement problématique dans le champ des usages d'alcool qu'on appelle le retard clinique. C'est le temps qui va s'écouler avant que les gens, sachant souffrir d'un problème, se décident à aller voir quelqu'un pour prendre en charge ce problème. Quand vous savez que la seule solution qui va vous être proposée, c'est d'arrêter quelque chose qui vous accompagne dans vos existences depuis 20, 30 ans, eh ben, effectivement, c'est une décision assez compliquée à prendre. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il est évidemment que, en réalité, les gens, ils veulent pas forcément arrêter de boire. Ils veulent arrêter de souffrir des conséquences de leur consommation. Ce qui n'est pas la même chose. Sauf qu'ils ont bien compris que pour obtenir de l'aide, il faut qu'ils affirment leur volonté d'arrêter de boire, parce que c'est ça qu'on va évaluer. Et donc, de facto, se noue une relation de soins, d'aide et thérapeutique qui est faussée un petit peu par une demande qui est tordue par cette exigence d'abstinence. Pour les soignants, pour le personnel médical, un des outils à disposition, c'est les critères de l'OMS qui définit les problèmes d'alcool comme une quantité d'alcool ingéré par jour, qui sont des critères très objectifs, mais qui n'inclut pas du coup la question du contexte social, de la pratique, de l'usage. Comment est-ce que toi, tu as été amené justement à te poser cette question et à redéfinir ce qui constitue en soi un trouble lié à l'usage de l'alcool et pas l'alcoolisme comme une quantité d'alcool ingéré par jour? C'est un petit peu comme toutes les normes, hein. Il est d'abord la question de normes qui se fondent soit sur des principes moraux, soit sur des réalités sanitaires qui n'ont de réalité en fait que statistique, c'est-à-dire on sait qu'au-delà d'une consommation X, il y a des risques de développer une cirrhose, un cancer, tout ce que on veut, mais en fait ça se confronte à une autre réalité qui est que pour des personnes, ces normes-là sont des objectifs non seulement inatteignables, mais générateurs eux-mêmes de souffrance. C'est-à-dire que lorsqu'on prétend imposer à des gens une norme et qu'on découvre, comme j'ai pu le faire, que en fait ces normes sont à peu près inatteignables ou alors elles ne le sont qu'au prix de très grandes souffrances qui parfois sont encore plus importantes que les souffrances liées aux conséquences des consommations, ben là forcément on se dit qu'il faut peut-être agir autrement. Un exemple très concret, moi j'ai commencé à travailler en reprenant à mon compte ce fameux slogan « Boire moins c'est mieux ». C'est un slogan, quand on commence à l'interroger, ben on voit que pour plein de gens, se contraindre à boire moins, c'est en fait rentrer dans des états de grande souffrance. Alors certes, ça contrevient aux principes sanitaires, aux normes sanitaires, mais pour l'équilibre individuel de la personne, son équilibre singulier, ben il m'est arrivé, moi, de conseiller à des gens de boire plus, parce que le premier indicateur de leur souffrance, c'était bien plutôt qu'ils se contraignaient en permanence à boire insuffisamment au regard de leurs besoins spécifiques. Alors cette question-là pose la question de l'alcool festif ou alcool poison, un grand cru classé ou une mauvaise binouse, bon vivant ou piccolo. On a passé nos représentations de l'alcool et des consommateurs au scanner dans un petit zapping et on se retrouve juste après.
Attention, les images ou propos contenus dans ce zapping sont susceptibles de choquer la sensibilité des humains. Il porte le nom de bistrot, bar ou buvette. Le café a toujours été un point de rencontre qui n'est pas sans rappeler le forum antique. Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France. Voici le plan. Tu nous apportes 2 Absolute Martini. Et exactement 7 minutes et demie après, tu nous en apportes 2 de plus. Et encore 2 de plus. Et tu continues toutes les 5 minutes jusqu'à ce que l'un de nous tombe raide. Excellente stratégie, monsieur. La filière alcool, un marché florissant. 20% du vin dans le monde est produit par la France. Il est bon, votre vin blanc? J'en bois toute la journée. Je me déplace pas sans ma bouteille dans le seau à glace. Je vais au chiottes, j'emporte mon seau à glace. Je suis accompagné d'un perpétuel bruit de glaçons. Partager un verre entre amis est dangereux pour la santé dès les premières gorgées. Cette étude du Lancet, menée dans 195 pays pendant plus de 20 ans, affirme qu'il n'y a pas de dose inoffensive. Mais je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est saoul parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Crozes-Hermitage, du Bordeaux ou des Costières de Nîmes. Jamais. Des images qui peuvent choquer. Au premier jour du déconfinement, plusieurs dizaines de Parisiens se sont retrouvés le long du canal Saint-Martin pour se balader ou prendre l'apéritif. Face à une telle situation, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, décide de réagir. La réussite du déconfinement passe par la prudence et le civisme de chacun. Face à l'irresponsabilité de certains comportements, j'ai demandé au préfet de police d'interdire la consommation d'alcool le long du canal Saint-Martin et des voies sur berge. Olo, bonne nuit, Blobit. Salam. Marraine, à la prochaine. Docteur Maury, vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarquable et peut-être même capital je vous remercie, en ce qui concerne la médecine, puisqu'il s'intitule « Soignez-vous par le vin ». Oui. On va passer 24 heures en buvant que de l'alcool. L'abus d'alcool, je disais, est très dangereux pour la santé. Ne faites surtout pas ce que je fais dans cette vidéo, c'est totalement débile. Mais alors j'aime ça, quelquefois quand on met de la menthe, c'est bon aussi le pastis avec la menthe. L'amour me donne la gueule de bois et l'alcool arrange ça. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Donc du coup, on vient de le voir dans ce zapping, les représentations sociales de l'alcool en France sont très contrastées. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce rapport un peu ambigu qu'on a en France avec l'alcool ? Alors effectivement, et c'est d'ailleurs pas spécifique à la France, et c'est encore moins spécifique à la France contemporaine, c'est-à-dire que si on se réfère par exemple au texte biblique, on trouve déjà cette ambivalence dans le regard qu'une société et que nos sociétés portent sur l'alcool, c'est-à-dire que l'alcool est à la fois un attribut social nécessaire, et d'ailleurs c'est compliqué pour des personnes qui ne consomment pas de l'alcool que d'évoluer dans nos sociétés où il faut en permanence justifié pour qu'on ne consomme pas, et puis donc une survalorisation de l'usage comme outil nécessaire, disais-je, et puis à l'inverse, une stigmatisation extrême des usages qui s'autorisent à sortir de la norme. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré et qui met en grande difficulté les personnes qui, à un moment, se voient pointer du doigt pour leur pratique d'alcoolisation, alors même qu'elles pensaient, elles, avoir une pratique qui, au contraire, était intégrative dans la société. C'est la chanson qu'il dit, il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Il s'agit évidemment, dans ce contexte-là, de faire comme tout le monde et de faire société. Et donc, la même pratique qui vous vaut d'être inclus dans une société peut vous valoir, dès lors que vous dépassez certaines limites, au contraire d'être assez violemment exclu de la même société. Et d'ailleurs, on voit bien que le stigmate de l'étiquette alcoolique fait absolument des ravages et conduit toutes sortes de personnes à développer des stratégies énormes pour cacher, pour masquer et pour sembler être comme tout le monde et boire comme tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler du Zapoy, en contre-exemple un petit peu de la manière dont ça se passe en France? Je me souviens que quand on s'était rencontrés, quand on avait travaillé ensemble, c'était un exemple qui moi m'avait paru marquant de à quel point c'est une pratique sociale qui vient ancrer ce qui est de la bonne pratique et de la mauvaise pratique. Alors tout à fait, c'est-à-dire que quand
quand on pose notre regard sur les consommations d'alcool, sur ce qui serait un bon usage ou un mauvais usage, on mesure pas à quel point on a des visions ethnocentrées, culturo-centrées. Donc il y a un certain art de vivre à la française qui définit une certaine forme de bien boire, mais qui ne prévaut que chez nous. Et on a tendance à oublier qu'ailleurs, il y a d'autres cultures de l'usage d'alcool. Par exemple, il est très français d'habiller nos consommations derrière l'idée d'un bon goût, de la dégustation. On boirait non pas pour l'effet, mais on boirait donc pour le goût. Donc on fait l'éloge de nos grands vins, on en est très fiers. Et puis, en fait, si on va voir ailleurs, et le Zapoy, ça provient notamment des pays de l'ex-Union soviétique, et effectivement, là, on voit des pratiques ritualisées socialement qui consistent à organiser avec méthode une ivresse collective massive qui va pouvoir durer 2-3 jours. Et c'est l'objectif et la fonction de la consommation qui rebute complètement le regard français et les représentations françaises, mais qui en fait correspond à une réalité qui consiste à dire, voilà, nous, nos modes d'usage, c'est pas le bon vin à table en mangeant, c'est une ivresse massive, organisée, qui va durer du vendredi jusqu'au dimanche, avec quelque chose que nous, on saurait pas forcément faire dans notre culture, qui consiste à s'assurer du vendredi jusqu'au dimanche soir, à maintenir un état quasi constant d'ivresse massive et collective, mais qui s'organise, qui se sécurise et qui correspond à une réalité, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on nous raconte, la plupart des gens qui consomment pour les effets et non pas pour le goût. Et c'est bien pour ça que pour obtenir un certain effet, les normes OMS que tu citais tout à l'heure deviennent caduques. L'adolescent ou l'adolescente qui sort et qui boit de l'alcool parce que c'est le seul moyen pour elle de se désinhiber, de dépasser la honte, d'avoir des rencontres amoureuses, affectives ou tout ce qu'on veut. Si on lui dit « tu boiras que 2 verres par jour parce que c'est les normes OMS », là, l'alcool va absolument pas remplir la fonction qu'il vient chercher. Et ça vaut pour toutes les personnes qui consomment de l'alcool. Donc, partir de pour quelle fonction on boit et du coup, quel usage ça implique, ça nous permet de mieux travailler autour des usages eux-mêmes. Et du coup, comment est-ce qu'on définit ce qui est de l'usage problématique, qui pose problème? Comment est-ce que la personne, du coup, définit ce qui pose problème? Moi, je pense que la première chose, c'est qu'on ne doit pas partir du problème, mais on doit partir de la fonction que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que chaque usage n'existe que parce qu'il remplit une fonction. Il faut arrêter de penser que les gens consomment pour se faire du mal. Les gens, ils consomment pour se faire du bien. Et il se trouve que cette recherche de bien-être ou de mieux-être ou de moindre mal-être a des conséquences négatives, mais qui, elles, ne sont pas du tout voulues, elles sont subies. Et que, ce faisant, effectivement, ces problèmes peuvent prendre toutes sortes de formes. Ils peuvent impacter la vie affective, la vie sociale, la vie professionnelle. Ils peuvent impacter la santé. Ce qu'on constate, nous, la plupart du temps, c'est qu'en fait, il y a une forme d'hypocrisie lorsqu'on dit que Monsieur X ou Madame Y a un problème. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est nous-mêmes qui avons un problème avec les pratiques d'alcoolisation de Monsieur X ou Madame Y. Que l'on soit soignant, que l'on soit accompagnant, que l'on soit proche, que l'on soit collègue de travail, etc. C'est d'abord à nous que ça pose problème. Et qu'est-ce qui nous pose problème à nous? C'est pas que la personne ait une relation problématique à l'alcool, c'est que ça se voit. Donc ce qu'on veut, c'est que ça ne se voit pas. Et on a tous connu ça, y compris dans nos cercles personnels, tel proche, tel membre de notre famille dont on s'inquiète un peu des consommations d'alcool. Mais dans les réunions de famille, ce qu'on souhaite, c'est que ça déborde pas. Dans nos fêtes, c'est qu'on veut que ça se voit pas. Et donc il y a une espèce d'hypocrisie générale. Donc finalement, on est dans une société où, indépendamment de la réalité des impacts négatifs sur la vie de la personne, il y a une question de visibilité. L'alcool vient nous poser problème parce que, à un moment, quelqu'un va s'autoriser à être alcoolisé devant nous, alors que c'est pas le lieu et que c'est pas le moment. Si là, tout de suite, maintenant, sur le plateau, je me sors une 8-6 alors qu'il est 10h ou 11h du matin, on va dire, lui, il a un problème avec l'alcool. Par contre, s'il y a 18h, heure officielle de l'apéritif, là, je me sors un Ricard, un pastis ou un verre de vin ou de bière, ça va poser de problème à personne. Or, la réalité, c'est que sur mon organisme, que ce soit la bière à 10h ou la bière à 18h, en fait, il y a potentiellement un effet négatif qui dépend des personnes, qui dépend de là où elles en sont. Mais ce qui est certain, c'est que la réalité de cet impact négatif, il ne peut être évalué
qu'en proportion des effets bénéfiques, des fonctions nécessaires que remplit ce même alcool. Et du coup, même dans la gestion politique, dans la gestion de l'espace public, on a tendance à vouloir cacher, là aussi, la consommation d'alcool. Pourquoi est-ce que c'est problématique aussi, et notamment pour les populations précaires dont tu parlais, avec lesquelles tu as travaillé ? D'abord, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que la société estime qu'il y a des espaces légitimes pour consommer de l'alcool. Ces espaces légitimes, c'est les bars, par exemple. Et il y a des populations légitimes, aptes, compétentes, en capacité à consommer de l'alcool. Sous-entendu, il y a des populations qui ne le sont pas. Et là, il y a un stigmate social très fort qui vient frapper évidemment, notamment les publics précaires, mais on pourrait discuter aussi, on pourrait prendre l'exemple des femmes aussi, par exemple. Des femmes enceintes. Des femmes enceintes a fortiori. Il y a des publics comme ça dont la société estime que le rapport à l'alcool, il va être forcément problématique et qu'à ce titre-là, il doit être empêché, y compris au nom du prétendu bien-être des personnes concernées. Donc, il y a des gens comme ça qui sont contraints de consommer de l'alcool en devant en permanence se justifier de leur droit à le faire. Quand vous êtes à la rue, quand vous êtes en situation de grande précarité, vous n'avez pas le droit, et d'ailleurs de plus en plus d'arrêtés préfectoraux, municipaux le stipulent, vous n'avez pas le droit de consommer sur l'espace public. Mais dans le même temps, vous avez des lieux de mise à l'abri, des centres d'hébergement, des accueils de jour, qui, eux tous, ont décrété qu'il était strictement interdit de consommer. Donc on se retrouve avec des personnes qui ne savent plus où consommer, et qui sont contraintes en permanence de consommer dans l'urgence, en cachette, de boire vite. Et quand on boit vite, c'est là qu'en fait l'alcool produit le plus d'effets sur le comportement et génère le plus de troubles. Donc quelque part, avec nos représentations et avec la mise en application de nos représentations par des règles qui empêchent les gens, en fait, on leur nuit. On nuit à leur état général, on nuit à leur rapport à l'alcool et on les éloigne d'autant plus de nos dispositifs supposés les protéger et les aider. Dans les structures de soins, mais aussi les structures sociales, des hôpitaux jusqu'aux maisons de retraite, l'alcool est souvent interdit. Une interdiction inscrite au règlement intérieur des institutions, mais dont la légalité concernant des adultes responsables pose aussi question. Nous avons fait le point sur les enjeux juridiques de ces questions avec Michaël Ballandier, juriste constitutionnaliste spécialisé des droits des personnes en institution. C'est la séquence traitement d'urgence. Michaël Ballandier, merci de nous accueillir dans votre cabinet à Besançon pour évoquer ensemble donc les points juridiques autour de la RDR alcool et de l'interdiction d'alcool dans les règlements intérieurs des institutions. Dans les institutions sanitaires, il y a un interdit qui est posé dans un article réglementaire du Code de la santé publique, un article qui pourrait, à mon sens, être véritablement contesté devant le juge administratif avec des chances qu'il puisse être annulé. Encore faudrait-il qu'il y ait des recours pour excès de pouvoir qui soient intentés. Pour ce qui concerne en revanche les institutions sociales médico-sociales, la question de l'alcool n'est pas abordée dans le Code de l'action sociale et des familles, si bien que c'est le principe général de liberté qui a vocation à s'appliquer, un principe général de liberté qui est exprimé tout simplement à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, donc qui s'applique de manière générique à l'ensemble du territoire français, qui nous dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Je reprends le fait qu'effectivement, ces interdictions générales et absolues de consommer ou d'introduire de l'alcool dans les institutions apparaissent comme étant illégales, mieux encore inconstitutionnelles, c'est-à-dire comme venant faire une situation différenciée à un certain nombre de personnes par rapport à la loi commune, par rapport à notre pacte social. Alors pourquoi pas plus de recours ? Je crois qu'on s'affronte ici à la question de l'effectivité et de l'effectivation des droits des personnes, et notamment des personnes les plus vulnérables, parce que ce sont elles que l'on rencontre nécessairement dans les institutions sociales et médico-sociales, que la vulnérabilité provienne de l'âge, du handicap, d'une situation sociale. Et quand on est vulnérable, on est moins bien placé
que quand on ne l'est pas pour exiger le respect strict de ses droits. Un autre registre d'explication qui m'apparaît, c'est qu'on est encore dans une tradition très franco-française d'un État ou d'institution qui se considère comme devant protéger véritablement les personnes, y compris contre leur gré. On est dans cette tradition de l'État tutélaire français, qui rejoint d'ailleurs la tradition asilaire, dans une dimension, alors je donne du soin, je donne un abri, mais également je conduis vers le salut initialement, ce qui peut être transposé sur des modes d'action parfois très éducatifs, y compris en direction de personnes qui pourtant sont adultes et autonomes. On a beaucoup de freins en termes de représentation de la part des professionnels, avec parfois une différenciation des professions et des formations initiales. Et ce que je constate, c'est qu'il y a un véritable manque en termes de formation juridique des professionnels ou des futurs professionnels des secteurs sanitaires, social, médico-social. Alors parfois avec je vais dire des exceptions, mais qui tiennent à l'engagement de certaines personnes dans certains instituts de formation. Mais de manière générale, il y a une vraie nécessité d'accentuer et de considérer que le droit n'est pas simplement un ensemble de techniques, mais que c'est un prisme d'abord au monde, et que ce prisme a vocation à se conjoindre avec les autres prismes, d'abord des situations extrêmement complexes que l'on peut rencontrer dans le secteur social, médico-social, dans le secteur psychiatrique, et que c'est également sans doute une part d'une clinique possible pour les sujets. Je me rappelle d'un colloque qui avait été organisé où on m'avait demandé de présenter le cadre juridique. Moi, ce qui m'avait surtout intéressé, c'était des retours d'expérience qui avaient complètement démonté des représentations de professionnels par rapport à la consommation d'alcool. Oui, la consommation d'alcool en CHRS, ça va créer des conflits, etc., etc. En fait, les professionnels sont venus expliquer, parce qu'il y avait eu la réintroduction d'une autorisation régulée, c'était un premier pas, de consommation d'alcool dans le CHRS. Les professionnels sont venus expliquer qu'en fait, 90% des conflits liés à l'alcool avaient disparu. Parce qu'effectivement, la personne qui peut se maintenir dans sa zone de confort, ni trop peu, quelle que soit sa zone de confort d'ailleurs, eh bien, son état d'énervement, son état de manque, son état éventuellement de suralcoolisation, eh bien, on rencontre plus ces situations. Et par ailleurs, les personnes qui sont accueillies n'ont plus à partir le matin des potrons minés pour se remettre dans leur zone de confort au niveau de l'alcool, puisqu'elles peuvent consommer dans le centre. Elles restent dans le centre et on peut commencer, disaient les professionnels du travail social, on peut commencer le deuxième objectif, la deuxième mission d'un CHRS, hébergement, mais également la mission de réinsertion sociale. Moi, je crois qu'il y a des conséquences déjà au niveau physique, au niveau physiologique, mais là-dessus Mathieu Fiolaine on a dit un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a des conséquences également en termes de représentation et de ce qu'on renvoie aux personnes. C'est-à-dire que à leur imposer des interdits qui sont des interdits qui s'entendent tout à fait lorsque on est en relation avec des enfants, eh bien, on continue, on fait en sorte de les destituer en tant que véritable majeur, en tant que véritable personne, et ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur la manière dont elles se considèrent et la manière dont on prend quelque part une emprise sur elles. Les recours juridictionnels sont bien entendu ouverts, mais on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure sur la difficulté, sans doute pour des personnes vulnérables, à faire en sorte que leurs droits soient véritablement respectés. Je crois que tout l'enjeu pour l'avenir, c'est un enjeu de conscientisation
par les professionnels du fait que derrière des discours de respect de l'autonomie, au sens de faire sa propre norme, décider pour soi des personnes, par des fonctionnements et par des règlements, quelque part, on s'empêche et on empêche véritablement l'objectif qu'on dit vouloir rechercher de pouvoir être atteint. Donc il y a un énorme enjeu en termes de formation et en termes de conscientisation, de représentation et de projection, je vais dire, à la fois personnelle et professionnelle sur les personnes qui sont accueillies. Alors au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes encore au mois de janvier, une période qui est marquée par la campagne Dry January, un mois de sevrage proposé à l'ensemble de la population. Sur quel ressort est-ce que cela fonctionne, des campagnes de sensibilisation du public comme celle-là ? Le ressort principal, il repose sur une idée selon laquelle pour réfléchir à des habitudes qu'on ne pense pas forcément à questionner parce qu'elles sont ancrées dans notre quotidien, il est de bon ton de faire une pause, d'arrêter. C'est une idée comme une autre, on peut la discuter. Nous, on a plutôt tendance à penser que il est tout à fait opportun d'inviter les gens à réfléchir sur leurs pratiques, quelles qu'elles soient, sans forcément leur demander de mettre un terme, même provisoirement, à leurs pratiques. L'idée du Dry January, c'est ça. L'idée, c'est que peut-être la population, en s'arrêtant à un moment de boire et en cassant un petit peu ces rituels ancrés dans nos quotidiens, va elle-même constater les bénéfices qu'il pourrait y avoir à faire une pause dans ses consommations. C'est une idée qui peut tout à fait se défendre et qu'on peut comprendre. Nous, ce qui nous inquiète un petit peu, c'est qu'on constate que ça peut mettre en très grande difficulté beaucoup de personnes et que, une nouvelle fois, ça vient renforcer l'idée selon laquelle ne pas boire vaut mieux que de boire. Or, nous, notre idée, c'est que ce qui vaut mieux, c'est que les gens aillent au mieux. Voilà, en buvant ou sans boire. Ce qui est certain, c'est que les publics auxquels nous, on s'adresse et qui sont des publics en réelle difficulté avec la consommation d'alcool, si jamais ils s'amusent à s'essayer au Dry January, ils vont se retrouver en très grande souffrance, avec potentiellement même l'apparition de symptômes de manque qui vont être extrêmement pathogènes et problématiques. Donc l'idée, c'est que nous, on dit attention, assurons-nous de ne pas avoir des messages qui ne s'occupent que de celles et ceux pour qui s'arrêter pendant un mois ne génère aucune difficulté. Donc finalement, ne s'adresse qu'à ceux qui n'ont pas de problème avec leur consommation d'alcool. Et donc finalement, pour quelle raison, on peut se demander, faudrait-il qu'ils s'arrêtent comme ça pendant un mois de consommer de l'alcool ? C'est donc une campagne qui a aussi ses limites, évidemment. Une des limites, est-ce que c'est pas justement le fait que ça interroge des pratiques qui sont individuelles, mais sans les replacer dans un contexte social un peu plus global sur la manière dont on perçoit l'alcool ? Et est-ce que ça vient pas renforcer l'idée que l'alcool, c'est l'alcool en soi qui est problématique ? Alors, tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire que ce type de campagne, ce type de message, partant de bonnes intentions, empêche complètement que l'alcool vienne trouver sa juste place, à savoir faisant partie d'une organisation d'existence, en quelque sorte d'un écosystème qui, lui, doit être questionné. Comment les gens organisent leur existence, quelle place l'alcool a dans cette existence, quel rôle joue l'alcool dans les relations sociales que je tisse, quel rôle joue l'alcool dans l'organisation de ma vie, la gestion des moments qui me font souffrir, etc. Donc tout ça, effectivement, n'est pas questionné, puisqu'on vient simplement dire, sans alcool, regardez, madame, votre teint va être plus frais, monsieur, vous dormirez mieux, vous verrez que vous faites des économies, etc. Donc finalement, évidemment, ça vient nous vendre l'idée selon laquelle l'usage d'alcool est potentiellement forcément problématique. Alors que, comme on l'a vu, la porte d'entrée d'une bonne compréhension des usages est bien plutôt les fonctions qu'il vient remplir, que ce soit dans l'organisation sociale des existences ou dans la recherche de moindres souffrances psychiques des personnes, par exemple. Alors toi, tu accompagnes des structures dans la mise en place de démarches de réduction des risques liés aux usages de l'alcool. En quoi est-ce que ça consiste, cet accompagnement justement des institutions et des équipes ? Alors, cet accompagnement des institutions et des équipes, d'abord, il part du postulat que la question alcool est extrêmement présente, que ce soit dans le dispositif spécialisé de prise en charge, mais en réalité, dans à peu près tous les établissements qui sont amenés à s'adresser à des publics en difficulté, que ces difficultés-là soient d'ordre social ou d'ordre sanitaire. Et la réalité, c'est qu'en fait,
la plupart des dispositifs sont bien emmerdés avec ces questions d'alcool. Ils savent pas quoi faire. Ils ont tendance, pensant bien faire, à promouvoir un discours abstinentiel, et ils voient bien que ce discours abstinentiel, en fait, s'il marche pour quelques-uns, en laisse plein au bord de la route. Donc nous, le principe de départ, c'est que d'abord on bosse avec des équipes, et elles sont nombreuses, à se dire mais comment on peut agir autrement, de manière plus efficiente, plus pragmatique, et comment surtout on peut arrêter d'appliquer des espèces de règles qui nous semblent évidentes, mais qui, on le constate tous les jours sur le terrain, ne sont pas efficientes pour plein des personnes qu'on accompagne. Nous, notre premier souci, c'est d'abord de travailler avec, premièrement, l'intelligence des professionnels, mais aussi l'intelligence des personnes accompagnées. Et donc, d'abord, le premier travail, c'est de faire en sorte qu'on cesse de penser à la place des gens. Et les gens, pour peu qu'on crée les conditions favorables à ce qu'ils nous parlent de leur consommation d'alcool, ils ont énormément d'expertise à nous faire partager. Or, très souvent, dans nos représentations sociales et dans nos représentations de professionnels, ce qui définit un alcoolique, c'est qu'il est plus capable de nous parler logiquement de ses consommations, puisqu'il n'y a plus de logique à ses consommations. Il est malade de l'alcool, donc c'est pratique, ça nous évite d'avoir à expliquer les choses. Eh bien ça, en fait, non. Donc on travaille à ce que ces établissements se dotent d'outils, de règles aussi, parce que tu as évoqué la règle de l'interdit, qui est une règle totalement absurde. Si je t'interdis de faire quelque chose, comment veux-tu qu'ensuite tu me parles librement de cette chose que je t'ai interdit de pratiquer? Je t'interromps, ce qui conduit à des drames aussi, puisque quand l'interdit est transgressé, ça conduit souvent à des ruptures d'hébergement sur les structures d'hébergement, à des retours à la rue, à des ruptures de soins et de contact avec les soignants. C'est quand même ça qu'il y a aussi comme enjeu en fond. Exactement, c'est-à-dire que on réalise dans beaucoup des structures où je suis et où on est, le collectif dont on a parlé, amené à intervenir, c'est qu'en fait, la question de l'alcool n'est traitée, y compris dans des lieux de soins, que sous l'angle disciplinaire. C'est-à-dire que ce qui se joue, c'est pas est-ce que la personne est en train de souffrir de ses consommations, c'est est-ce que la personne vient mettre le bazar dans mon institution et est-ce que l'alcool est incriminé dans cette affaire-là. Et c'est ce qui nous a valu d'assister à des situations totalement absurdes où des personnes qui avaient des raisons légitimes d'être mécontentes, d'être en colère parce qu'elles n'étaient pas bien prises en charge, parce qu'on répondait pas à leurs demandes, si par malheur elles étaient manifestement alcoolisées, on disait, en fait, finalement, c'est l'alcool la cause de son état, on n'a pas à écouter ce qu'elle nous dit, et on va par contre réagir assez durement sur le plan de la sanction, avec effectivement des ruptures de prise en charge, des exclusions, etc. Mais c'est aussi, parce que là on parle des institutions, c'est aussi des choses qui se passent dans la famille, c'est aussi des choses qui se passent à toutes les échelles de la société. On se fiche bien finalement de savoir si réellement vous souffrez de vos consommations. Par contre, si vous vous avisez sur un fond de consommation, d'avoir un comportement problématique, vous allez perdre votre boulot, vous allez perdre potentiellement vos relations affectives, etc. Donc voilà, en permanence, les personnes vivent sous la menace non pas des conséquences de leur alcoolisation, mais des sanctions, qui peuvent en découler. On parlait donc de s'appuyer sur l'expertise de la personne, créer des espaces pour favoriser la prise de parole et la libération de cette expertise, l'échange de cette expertise avec elle, et quoi d'autre dans la prise en charge du coup? Il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de focaliser sur les consommations elles-mêmes, au nom de normes, de bons usages, de volume de consommation, de volume d'alcool consommé, etc., pour s'attacher à travailler auprès des personnes autour des conséquences des consommations, mais pas des conséquences telles que nous, on les évalue en tant que professionnels et experts, des conséquences telles que la personne, pour elle-même, les évalue. Et ce qui nous importe, c'est d'évoquer tout autant les conséquences positives et bénéfiques qui justifient que l'usage existe, que les conséquences négatives. Et on s'attache à diminuer les conséquences négatives tout en préservant autant que faire se peut les conséquences positives. Et ce faisant, ce qu'on explique aussi, c'est qu'il faut arrêter d'agir pour les personnes mais contre les personnes. C'est-à-dire il faut arrêter de penser à leur place. Il faut arrêter de définir à leur place ce qui peut être bon pour elles. Et notamment, nous, on se bat beaucoup autour de cette idée d'agir sur la qualité de vie des personnes. La notion de qualité de vie, elle est très importante parce que
c'est à chaque personne elle-même de définir ce que peut être sa qualité de vie, indépendamment des critères de qu'est-ce que c'est qu'une bonne santé, qu'est-ce que c'est qu'un bon usage, qu'est-ce que c'est qu'un bon comportement. Et ça, c'est quelque chose que les professionnels n'ont en fait pas toujours l'habitude de faire. Et c'est un vrai travail qui a à faire tant en termes de technique que en faire en fait de ce qu'on appelle un pas de côté. On invite les professionnels à faire un pas de côté et à se dire mais peut-être je peux envisager la relation d'aide, la relation de soins autrement. Non pas comme un sachant qui vient dire à la personne ce qu'il faut qu'elle fasse, mais bien plutôt une co-construction à partir des expertises de la personne elle-même. En Gironde, une structure de soins en addictologie disposant d'un dispositif d'hébergement ou XAPA résidentiel a fait le choix de s'inscrire dans la démarche de réduction des risques liés aux usages de l'alcool. Une démarche volontaire et presque évidente pour Gilles Rosipal, directeur de la ferme Merlet, qui nous a ouvert ses portes. C'est la séquence Baume au cœur. Donc Gilles Rosipal, vous nous accueillez à la ferme Merlet. La ferme Merlet, c'est un XAPA, un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. En quoi est-ce que ça consiste exactement ? Alors, l'objectif des XAPA, c'est des établissements médico-sociaux qui permettent d'accueillir, d'évaluer et d'orienter toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont en difficulté avec leurs pratiques addictives. Les consommateurs de drogues illicites, d'alcool ou leur entourage. Donc on peut être amené aussi bien à accueillir des personnes qui sont en situation d'addiction, des personnes dépendantes, des personnes qui sont des usagers, qui s'interrogent sur leur usage, qui ont envie de modifier leurs pratiques, ou alors l'entourage, la famille, les professionnels pour répondre à toutes les questions sous l'angle de l'information, de la prévention et aussi du soin en addictologie. La plus-value du résidentiel, c'est de proposer une unité de temps et de lieu et d'accueillir les gens et de les héberger de façon à ce qu'on puisse les avoir sur place et que eux puissent avoir l'ensemble de l'offre de soins au même endroit, au même moment, de façon à ce qu'on puisse renforcer l'intensité des soins qu'on leur propose et de pouvoir agir plus facilement sur l'ensemble des déterminants de la santé. Vous avez inscrit la RDR alcool dans vos modes de pratique, dans votre manière de travailler. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Au départ, c'était pas un choix, c'était une nécessité. On avait un fonctionnement à l'époque avec un hébergement diffus dans des maisons sans encadrement le soir, donc on n'avait pas la possibilité d'avoir une présence 24 heures sur 24. Donc d'un côté, un projet qui était plutôt sur le maintien de l'abstinence, mais à la fois avec des moyens qui ne nous permettaient pas de faire tenir à nos patients qui ont des difficultés sévères en lien avec les consommations d'alcool, de tenir le règlement qui interdisait à l'époque les consommations dans l'établissement. Donc finalement, on interdisait les consommations, mais on n'avait pas les moyens de faire respecter cet interdit. Et par ailleurs, c'était beaucoup trop compliqué pour certains de nos patients qui du coup avaient des consommations qui étaient cachées. Et au lieu de travailler avec eux sur ces consommations et sur les conséquences de ces consommations, on se retrouvait à avoir une espèce de jeu du chat et de la souris, pas vu, pas pris, qui finalement était plutôt contre-productif. Le fait d'intégrer des pratiques de réduction des risques alcool, au départ, c'était de pouvoir avoir une approche pragmatique. On identifie un risque pris à la fois par les patients et à la fois par les soignants du fait de ces consommations, de leur impact sur les individus dans la démarche de soins, dans le rapport des individus entre eux, donc le collectif, les conséquences directes à court terme, à moyen terme, à long terme. On identifie ce risque-là, puisqu'on ne peut pas empêcher le comportement en en étant sûr. On a choisi de réduire les risques immédiat dans un premier temps, à moyen terme et à long terme ensuite, et d'intégrer du coup des pratiques d'accompagnement de l'usage de manière à en réduire les conséquences directes et de coupler ça avec l'offre de soins qui vise quand même un changement de comportement. Par contre, ce que ça induit dans le temps, c'est que cette mesure qui au départ était, on envisageait la réduction des risques comme une mesure un peu pansement parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, et finalement ce qu'on a pu faire et ce qu'on continue encore à faire aujourd'hui, c'est petit à petit d'intégrer les outils, l'approche et les postures de réduction des risques de manière à finalement pouvoir proposer une offre de soins qui englobe à la fois des projets autour de l'atteinte et du maintien de l'abstinence, mais aussi des projets qui avant tout sont des projets de changement vis-à-vis du rapport au produit, de la fréquence des consommations, de l'intensité des consommations, des conséquences des consommations sur le corps, sur l'esprit, au niveau social, au niveau familial, etc., etc. Grosso modo, plutôt que de travailler avec des gens où on pensait d'eux que hors l'abstinence, point de salut, aujourd'hui, on va avoir une approche du soin en alcoolologie qui est de se demander qu'est-ce que la personne veut changer
dans son comportement de consommation d'alcool. Et là, on a différents leviers qui peuvent être l'abstinence, mais qui peuvent être aussi la réorganisation des consommations, la réduction des consommations, le travail autour des risques immédiats, ou des risques à moyen terme, ou des risques à long terme autour de ces consommations. Et finalement, on ne fait plus de distinguo, comme ça a pu être le cas, notamment avec l'approche historique de la RDR, centrée sur les produits illicites, où il y avait d'un côté la réduction des risques pour ceux qui ne veulent pas arrêter de consommer, et d'un autre côté le soin, entre guillemets, avec un grand S et une visée abstinentielle. Mais finalement, on essaie d'avoir une approche qui est beaucoup plus intégrée, en se disant que finalement, on n'est pas là pour faire en sorte que les gens arrêtent, ni que les gens continuent. On n'est pas à tout prix pour le maintien de la consommation d'alcool et on n'est pas anti-abstinence. Par contre, l'idée, c'est vraiment de se demander simplement, dans notre posture d'accompagnant, qu'est-ce que tu veux changer dans ton quotidien, comment tu peux améliorer ta qualité de vie. Et là, on arrive sur des changements qui sont précis, pragmatiques et mesurables pour les patients. Et ça peut différer, ça nous a obligés à élargir la palette. Autrefois, on avait des usagers qui devaient passer de trop à plus rien. Et ils étaient dans un gros problème, c'est et si je veux reconsommer un peu, ben non, c'est pas possible. On leur disait vous allez pas y arriver, c'est la rechute. La réduction des risques ici, telle qu'on la pratique maintenant, pour moi, c'est s'autoriser à prendre le risque de cheminer avec une personne qui va pas passer de trop à rien, mais qui va passer de j'essaye de vivre avec mon addiction, de retrouver une maîtrise, un contrôle. Et le risque pour nous, c'est que ça prenne peut-être un peu plus de temps. Le risque pour eux, c'est que ça dure bien dans leur vie. C'est-à-dire que pour les personnes à qui on disait arrêter complètement, certes elles y arrivaient un certain temps, certes elles y arrivaient quand elles étaient encadrées, hébergées, et très souvent, soit elles replongeaient, soit c'était compliqué, soit au bout de quelques années, les consos revenaient, elles se sentaient démunies. Le risque qu'on prend maintenant, c'est de prendre un petit peu plus de temps, mais c'est le risque que ça marche. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a des personnes qui sont dans l'alliance beaucoup plus facilement avec nous, parce qu'elles parlent de leurs consos, elles ne les cachent pas, comme elles faisaient autrefois, parce qu'on arrive à les compter ensemble. Donc dans la relation, c'est vraiment intéressant, plutôt que d'être sur un interdit, d'être sur un accompagnement. On chemine ensemble, on n'est plus dans chute, rechute, problème, on est dans comparer les bénéfices, les avantages que j'ai de ma situation actuelle, qu'est-ce que je vise ? Et de ne pas focaliser que sur l'alcool. Je vise un mieux-être, qu'est-ce que je peux améliorer ? Des points sur ma santé, des points sur mon logement, des points sur mes ressources. On n'a pas que la focalisation alcool. Entre le soignant que j'étais et le soignant que je suis aujourd'hui, c'est vraiment d'être beaucoup plus dans la relation naturelle. En fait, on est descendu d'un cran de celui qui va imposer à une attitude. On passe à quelqu'un qui accompagne vraiment. Ni l'abstinence, ni la réduction des risques sont la seule solution. C'est un panel des choix. Et c'est ça qui m'intéresse. La personne, elle peut se positionner dans ces choix-là. Voilà. Ce qu'on constate en ouvrant la possibilité d'avoir, de proposer des soins qui n'ont pas uniquement une visée d'abstinence, mais de pouvoir réinterroger comment sociabiliser les consommations, réduire la sévérité, l'intensité des consommations et l'intensité des conséquences des consommations, finalement, ça ouvre les portes du soin résidentiel à des publics qui n'intégraient pas ce type de dispositif et qui donc, de fait, avaient des retards de soins, avaient des conséquences beaucoup plus prononcées d'un point de vue physique, social, du fait de leur addiction. Souvent, c'est le premier réflexe des professionnels, ça a été de se dire on laisse faire parce que finalement on baisse les bras. Au contraire, l'idée c'était de se dire que si on baisse le seuil d'exigence qu'on a vis-à-vis du public qu'on accueille, mathématiquement ça remonte le seuil d'exigence qu'on applique à l'équipe et aux professionnels, en termes de posture, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-faire, en termes de technicité, en termes d'évaluation. Donc tout ça, il a fallu qu'on puisse se former. Aujourd'hui, la conséquence que ça a, c'est qu'effectivement, l'objectif est plutôt atteint. Ce public qui jusque-là n'accédait pas à des soins, en tout cas pas à des soins résidentiels parce qu'ils n'arrivaient pas soit à rentrer, soit à se maintenir dans les établissements, aujourd'hui ce public est là et du fait de la possibilité d'ouvrir un accueil intégrant la pratique de consommation d'alcool et des mesures de réduction des risques alcool qui permettent
d'arriver à un équilibre au niveau pour l'individu et pour le groupe, finalement, on a des personnes qui rentrent en soins et qui se maintiennent dans le soin. La difficulté que ça a entraîné, et on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui, c'est que ces personnes qui aujourd'hui arrivent dans un établissement comme la ferme Merlet, on a un poids des soins somatiques et des pathologies induites par l'alcool, mais aussi par la précarité, par l'isolement, par les difficultés au niveau des habitudes de vie, donc toutes ces pathologies chroniques dont on est en train de mesurer l'ampleur aujourd'hui, qu'il faut prendre en compte. Et moi, j'ai le sentiment que chez les personnes qu'on accueille à la ferme Merlet, malheureusement, c'est des pathologies qu'on est amené à prendre en compte aujourd'hui parce qu'on a la possibilité de le faire aujourd'hui, alors qu'il aurait fallu agir sur l'ensemble et sur la question du rythme de vie et puis de la santé de manière beaucoup plus globale il y a 10 ans pour éviter qu'on se retrouve avec des personnes qui sont malheureusement dans cet état-là au jour d'aujourd'hui. Et du coup, à la ferme Merlet, c'est un peu ce qu'on va faire, c'est promouvoir toutes les capacités que les personnes elles ont sur le domaine culturel, sur le domaine de la création, l'inventivité, sur l'envie de renouer des liens, retrouver des contacts avec la famille, s'intéresser à la nature. Et vous voyez d'un seul coup tous ces aspects-là, c'est loin de l'alcool en fait. On est plus dans une relation humaine, j'ai envie de dire. Du coup, on n'en a pas encore parlé, la réduction des risques liés aux usages de l'alcool, d'où ça vient? Comment est-ce que ça s'inscrit dans une histoire théorique, médicale ou pas d'ailleurs? L'approche réduction des risques, elle naît notamment en France et d'ailleurs très tardivement en France, grâce ou plutôt, faudrait-il dire, à cause de l'épidémie du sida. C'est l'épidémie du sida qui impose aux soignants, mais aussi au pouvoir public, notamment dans le champ des usages de drogues illicites et notamment l'injection de drogue, de sortir du dogme abstinentiel. Dans les années 80 et même plutôt 90 en France, très tardivement donc, on réalise que si on veut enrayer la propagation de l'épidémie du sida qui fait des ravages parmi les injecteurs de drogue, certes, il faut leur proposer d'arrêter de se droguer, mais s'ils continuent à le faire, il faut peut-être les aider à le faire en prenant le moins de risques possible. Et ça vient se heurter de manière très violente à une idéologie très prégnante, selon laquelle si je donne une seringue stérile à un usager de drogue, je l'encourage à se droguer. Donc il y a eu des réticences qui existent toujours. On voit les discours politiques, on voit la fameuse théorie selon laquelle si tu donnes un joint, si quelqu'un fume un joint, après il va se droguer, puis si tu lui donnes une seringue, etc., etc. Donc il y a comme ça une absence totale de pragmatisme et un poids idéologique très fort qui fait que la réduction des risques, qui est une approche qui vise à agir non pas pour faire cesser les pratiques, mais pour limiter les risques induits par les pratiques, a beaucoup de mal à prendre dans notre société. Et quand elle commence à prendre autour donc de l'épidémie du sida, elle laisse de côté complètement la question alcool. Et la question alcool, quand moi je commence à travailler en 2005-2006, il n'y a pas de réduction des risques dans le champ des usages d'alcool, ou très peu, parce que, encore une fois, ce dogme de l'abstinence est extrêmement prégnant. Donc cette réduction des risques, elle arrive par le fait qu'il y a les usagers de drogue qui sont eux-mêmes venus expliquer aux soignants de quoi ils avaient besoin, eux, pour arrêter de tomber comme des mouches et de mourir. Il faut se rappeler qu'il y avait quand même un taux de positivité au VIH parmi les injecteurs qui était de 80%. Il y a eu un prix à payer par ces populations qui était énorme. Alors ça tombe bien, c'était des drogués, personne n'avait très envie de les voir exister, mais toujours est-il que c'est ça qui s'est passé. On doit donc à la réduction des risques d'exister parce qu'à un moment, c'est les usagers eux-mêmes qui sont venus nous dire ce qui était bon pour eux. Et en France notamment, on est quand même dans une approche du soin où on a du mal à entendre l'idée que c'est aux usagers eux-mêmes de nous dire ce qu'il est bon pour eux qu'on fasse. Et du coup, toi, avec les équipes que tu rencontres, quels sont les freins et aussi les motivations? Alors, le premier des freins, il repose essentiellement sur les représentations. C'est-à-dire que quand on commence à accompagner les équipes, on mesure à quel point, depuis des années, ils ont des pratiques autour de ces questions qui ne sont jamais interrogées, qui ne sont jamais remises en question et qui sont portées, confortées et confirmées par un espèce de discours ambiant qu'on entend depuis toujours. Il y a également le fait que on a tous une histoire singulière avec l'alcool. On a
on a tous soit soi-même des consommations, soit on a dans nos entourages des gens qui ont des consommations. Donc on a une histoire particulière qui fait que très souvent les professionnels se positionnent par rapport à cette histoire particulière. Et l'un des moments les plus intéressants quand on accompagne les professionnels, c'est de les inviter à venir poser un peu de leur histoire à eux. Parce que beaucoup de professionnels passent leur journée à demander aux patients, aux usagers de raconter leur histoire, de tout déballer. Mais eux-mêmes ne s'autorisent pas à avoir une place où ils disent « voilà, pour moi, l'alcool, c'est compliqué. » Parce que ça me rappelle une vieille tante, un vieil oncle qui était très désagréable ou des situations compliquées, etc. Donc il y a tout ce travail-là sur mettre un peu de son histoire à soi et du coup prendre du recul par rapport à cette histoire et essayer de comprendre et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, faire le pari de l'intelligence. Dans toutes les structures que tu as accompagnées, toutes les personnes que tu as accompagnées, est-ce que tu as une expérience marquante, un souvenir qui restera à jamais, qui a été peut-être un peu plus fort que les autres? Alors, il y en a plusieurs et on en rencontre tous les jours, mais moi j'ai des souvenirs très marquants d'une expérience dans un EHPAD qui avait un service dédié aux personnes venant de la rue. Donc personnes abîmées. Et personnes parmi lesquelles il y avait un nombre très conséquent de consommateurs importants d'alcool. Et comme c'était un public potentiellement difficile, hein, qui respecte pas forcément les règles, qui fait du bruit, un public compliqué, eh ben la décision avait été prise notamment pour ce public-là, ce service-là dédié donc aux personnes venant de la rue, que l'alcool était strictement interdit. Et ça créait énormément de tensions, de violence, ça dégradait la prise en charge et ces personnes-là se mettaient en danger parce que moi j'ai des images très marquantes à l'ouverture du portail de cet EHPAD de ribambelles, de pépés et de mémés fuyant en fauteuil roulant l'EHPAD pour rejoindre le bistrot le plus proche. Et finalement, grâce au courage d'une chef de service, on a tenté l'expérience non seulement évidemment de lever l'interdit, mais même d'organiser les consommations d'alcool en les accompagnant. Et il s'est passé des choses extraordinaires avec des espaces de convivialité, des sorties organisées, toutes sortes d'activités autour de l'acte de boire, et puis des professionnels extrêmement rétifs au départ et qui sont devenus eux-mêmes les premiers soutiens de cette démarche-là, en constatant que les personnes qu'on accompagnait allaient mieux. Alors ça s'est pas fait sans douleur parce que évidemment là le sanitaire a eu tendance à mal réagir, les médecins mais regardez on les accompagne pour une pathologie et vous les autorisez à boire alors que cette pathologie la contre-indique, etc. Mais au final il y a eu comme ça on a senti revivre les gens. Et moi, donc c'était des personnes très abîmées, très dégradées, arrivées à l'âge d'être en EHPAD tout en venant de la rue, c'est même rare. Et on a des gens qui se sont mis à dire qu'enfin on leur foutait la paix, enfin on les autorisait à être ce qu'ils étaient. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, ce qui n'a pas empêché que certains d'entre eux, pour le coup, fassent le choix d'arrêter de boire. Mais dans ce contexte-là, c'était pas un choix contraint, c'était leur choix à eux. Et donc nous, ça a été que des belles rencontres. Voilà, les gens peuvent être ce qu'ils ont envie d'être et ce qu'ils sont, et y compris nous, si ça vient nous gratter, y compris si nous, en tant que soignants, on pense que d'un point de vue de la santé, il serait mieux pour eux qu'ils arrêtent de le faire. Donc ça peut être difficile pour des accompagnants, parce que en gros, ils pensent qu'on leur dit qu'il faut accompagner les gens et aider les gens à ce qu'ils se tuent eux-mêmes. Non, on les aide à vivre comme ils entendent vivre, y compris si ça doit raccourcir leur espérance de vie. Et ça a particulièrement bien marché dans cet EHPAD, y compris avec du personnel dont la culture proscrit l'alcool, etc., et pour qui c'était assez difficile. Et tout ça a créé de la joie. Les personnes étaient plus contentes d'être dans cet EHPAD-là, et les personnes qui travaillaient dans cet EHPAD trouvaient que leur boulot avait un peu plus de sens. Voilà, donc ça, c'était une belle expérience. Et quelles limites est-ce que vous rencontrez dans la diffusion de l'existence de la RDR alcool auprès des structures, auprès du grand public aussi? Quels sont les freins, les derniers freins derniers ou pas peut-être, quels sont les freins qu'il reste encore à lever? Alors, les principaux freins, et c'est pour ça qu'on a fondé ce collectif dont c'est la fonction, ce collectif travaille d'abord sur du plaidoyer. C'est-à-dire que l'approche de réduction des risques qui consiste à accepter une pratique
et à aider les gens à mieux gérer leurs pratiques plutôt qu'à les aider à cesser leurs pratiques, c'est une idée qui n'est socialement pas acceptée. Donc le premier des freins, c'est l'acceptabilité sociale. Ça peut se manifester, par exemple, quand je reçois des proches qui, depuis des années, se battent pour que leurs conjoints, leurs parents, leur mère, leur père, leurs enfants arrêtent. Leur faire entendre qu'il faut peut-être arrêter et que plus ils leur mettent de la pression pour qu'ils arrêtent, plus il y a des difficultés, mais que par contre, on va peut-être les accompagner à consommer autrement, c'est très difficile à le faire entendre. Donc il y a d'abord ce poids-là des représentations sociales et cette idée toujours ancrée selon laquelle si j'aide quelqu'un à boire, je vais l'inciter à boire. Ce qui est une vieille lune qu'on retrouvait déjà dans le discours autour des drogues. Donc le premier frein, c'est celui-là. Le deuxième frein, c'est que on a quand même une vision de la santé et du soin en France qui est d'abord très axée autour de l'approche étiologique. Monsieur, vous venez vous faire soigner, quelle est la cause de votre problème? C'est l'alcool, ben on élimine la cause. Donc ça, c'est quand même aussi très prégnant dans l'approche du soin. Après, il y a l'approche en France et les soignants, et ça va peut-être choquer certains, mais ils ont tendance à être placés dans une position de toute puissance. Et ils savent ce qui est bon pour le patient, et le patient ne s'autorise pas lui-même à venir contester cette légitimité-là. Donc ça, c'est le deuxième frein. Le troisième frein, il est le manque de courage politique. En France, on sait que la question de l'alcool et les positionnements politiques autour de l'alcool sont coincés, ont le cul coincé entre deux chaises, pour le dire brutalement. D'un côté, la préservation des intérêts alcooliers, et puis de l'autre, la soumission à un discours sanitaire assez radical sur l'alcool, qui fait que il faut pas boire quand on est mineur, il faut pas boire quand on est femme enceinte, il faut pas boire, etc., etc. Et donc finalement, il n'y a pas de courage politique parce que il y a effectivement ces deux positions qui tiraillent les instances, notamment gouvernementales, et donc organiser et donner des moyens à des approches innovantes qui en plus se fondent sur l'échec des approches classiques. C'est ça qui manque aussi, courage politique, acceptabilité sociale et sortie un peu d'une certaine idée de ce que doit être le soin comme forme d'injonction thérapeutique qui vise à obliger les gens à faire ce qui est bon pour leur santé. Merci Mathieu Fiolaine pour cette expertise. Merci aussi à Jordan, Guillaume, Léo, Élie, Mathias et toute l'équipe du Média pour la réalisation. Ce numéro est tout particulièrement dédié à Marie-Noël, Joël et Christian qui se reconnaîtront. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Symptômes Critiques. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.